Le 10 août 2025 à 15. J-25 précises des commandants russes se sont réunis dans un quartier général souterrain près de Khersonen. L'emplacement était un centre de commandement fortifié construit avec de multiples galeries souterraines, conçues pour servir de nœuds renforcés pour la planification opérationnelle sur le front sud. 25 officiers supérieurs, dont des commandants de bataillon et d'état-major, s'étaient réunis pour un briefing programmé. En surface, le site ne laissait apparaître que des antennes de communication et des infrastructures de services courantes destinées à dissimuler sa véritable fonction souterraine. À l'intérieur, l'atmosphère était détendue. Se trouvant sous terre et fortifiés, les officiers russes se croyaient en sécurité. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette installation était déjà compromise. Pendant des mois, les services de renseignement ukrainiens avaient suivi l'activité du site. Des drones de surveillance contrôlaient les rotations des antennes, les portes de service et les mouvements de véhicules et de personnel. Les interceptions électroniques ont confirmé les flux de communication. L'imagerie satellitaire a fourni une confirmation visuelle des schémas d'entrée et de sortie. L'analyse des signaux a révélé les moments où les commandants se réunissaient généralement. L'armée ukrainienne avait cartographié méthodiquement non seulement le bâtiment, mais aussi les habitudes opérationnelles du personnel qui s'y trouvait. Début août, les schémas se concordaient suffisamment pour prédire une réunion de haut niveau à cette date précise. Les renseignements étaient déterminants. L'armée de l'air ukrainienne fut chargée de mener une frappe, mais détruire une installation souterraine fortifiée n'est pas chose aisée. La structure était conçue pour absorber ou dévier les explosions de surface. Une bombe conventionnelle n'aurait eu qu'un effet limité. Pour cette mission, un seul F-6 Fighting Falcon serait armé de 2 bombes à portée étendue, GBU-62, Joint Direct Attack Munition, communément appelée GDM-ERS. Chacune transportait une ogive pénétrante de 454 kg équipée de fusées à retardement. La conception permettait à la munition non seulement d'exploser à l'impact, mais aussi de détonner après avoir pénétré dans des structures renforcées, provoquant l'effondrement de galeries souterraines de l'intérieur. La mission exigeait une planification méticuleuse. Le F-6 décollerait d'une piste auxiliaire mobile à 14h57. L'utilisation de bases mobiles, ce base mobile permettait aux avions ukrainiens d'éviter les trajectoires prévisibles et de limiter leur exposition aux frappes de missiles russes sur les aérodromes fixes. Avant le décollage, les techniciens installaient les 2 systèmes GDM-ERS sur les pointes d'emport des ailes. 2 missiles air-air. IMS-120 restaient fixés aux extrémités des ailes pour l'autodéfense. Le fuselage embarquait un détecteur d'alerte de menace ALR-56M, un système de leurre ALE-50 et un lance-leurre. Des réservoirs externes supplémentaires de 370 gallons augmentaient l'autonomie et les marges de sécurité. La préparation logicielle était tout aussi détaillée. Les profils de navigation GPS et inertielle des barrages GD ont été téléchargés ainsi que les paramètres de largage nécessaires pour une portée étendue. Le pilote a reçu pour instruction de rester à une altitude extrêmement basse, entre 50 et 60 m au-dessus du niveau du sol, en utilisant le masquage du terrain pour rester sous la couverture radar russe. À une altitude aussi basse, la courbure de la Terre limite la détection radar. Même les radars à longue portée les plus puissants, comme les systèmes S. 300 ou S-400 ne peuvent seulement pas détecter les cibles au-delà de 25 à 30 km lorsque l'avion vole aussi près de la surface. Voler à une telle altitude exigeait une vigilance constante. La moindre vibration obligeait l'ordinateur de bord à ajuster la charge à l'air et la pousser. Toute erreur de calcul pouvait entraîner un impact au sol ou endommager le moteur par ingestion d'un corps étranger. À 15h03, la post-combustion du F-16 s'est allumée. L'avion a accéléré sur la piste mobile. Le train d'atterrissage s'est rétracté et l'appareil s'est immédiatement posé sur le profil terrestre. Son itinéraire avait été soigneusement tracé à travers des couloirs dégagés, identifiés par imagerie satellite afin d'éviter la poussière, les débris ou les volées d'oiseaux susceptibles de menacer le moteur. Au-dessus de la frontière des drones de surveillance s'élevait pour contrôler l'installation russe, vérifiant la présence des commandants à l'intérieur et le bon fonctionnement des antennes. Le plan reposait sur une manœuvre périlleuse pour atteindre la portée nécessaire au missile JDAM-ERS
l'appareil devrait effectuer une montée abrupte, une manœuvre de cabrage. Cela l'exposerait brièvement au-dessus de l'horizon radar, offrant aux opérateurs russes une chance fugace de détecter et d'engager l'appareil. C'est pourquoi les leurres et la guerre électronique ont joué un rôle central. À 15 h d'Ixuit, le dispositif de leurre a été activé. Des drones miniatures se sont dispersés émettant des signaux parasites intermittents. Certains ont émis des réflexions radar à faible signature radar encombrant les tables de détection. D'autres ont laissé des traces optiques perturbant davantage les systèmes de confirmation visuelle. L'objectif était simple: retarder la capacité de l'opérateur à identifier le véritable F-6 pendant les secondes cruciales. À 15 h 21, le détecteur d'alerte s'est allumé, signalant une première illumination radar provenant du nord-est. Le pilote a immédiatement effectué une manœuvre de balayage, virant perpendiculairement au radar, pour compliquer le suivi Doppler. Le brouilleur ALQ, une Cent 31 embarquée, a émis un bruit à large bande. Quelques instants plus tard, une alerte de tir de missile s'est déclenchée. Un missile solaire russe avait été tiré. Le pilote réagit en déployant le leurre remorqué ALE-50, en réduisant légèrement sa vitesse et en élargissant son rayon de virage pour dévier le missile de sa trajectoire. La tactique s'avéra efficace. Le missile se verrouilla sur le leurre et explosa à longue portée sans jamais menacer l'appareil. Ce succès ne leur permit de gagner que quelques secondes. Les opérateurs radars allaient rapidement reprendre la cible et préparer un autre lancement. C'était maintenant ou jamais pour la manœuvre de montée. À 15 h 22, le F-16 amorça une montée abrupte à un angle de 35 à 40 EDEG, atteignant environ 2,0 m. Cette montée était essentielle. La JDAM Air compte sur son aileron pour planer sur de longues distances. Plus le largage est haut et rapide, plus la bombe peut parcourir de distance avant l'impact. En prenant de l'altitude dans cette fenêtre de tir, le pilote s'assurait que les bombes pouvaient être larguées en dehors de la zone la plus meurtrière des défenses russes. Les bombes elles-mêmes avaient été préparées avec des détonateurs à retardement réglés à 1,1 seconde. Cela garantissait que la détonation se produirait sous la surface à l'intérieur des galeries souterraines plutôt que sur le béton extérieur. Chaque bombe de 454 kg combinait guidage GPS et inertiel, garantissant sa précision même en cas de brouillage russe des signaux satellites. Une fois largué, le système d'ailes se déployait, permettant à la bombe de planer selon un angle contrôlé vers sa cible. Quelques secondes après avoir atteint l'altitude requise, le pilote a largué les 2 barrages G en séquence. L'appareil a ensuite immédiatement piqué du nez, reprenant sa trajectoire de sortie à basse altitude. En abaissant à nouveau son altitude, le F-6 a disparu sous l'horizon radar, rendant sa relocalisation quasi impossible. L'appareil a quitté la zone au ras de la cime des arbres, utilisant sa vitesse et le relief pour éviter d'être détecté. Pendant ce temps, les modules de déploiement des ailes sont passés en phase de vol plané. Les commandes de déploiement des ailes ont été exécutées en quelques secondes. Les corrections GPS furent synchronisées et les munitions pointèrent vers le bas à environ 40 EDEG en direction du toit de l'installation. La première bombe frappa à 15 h 27, pénétrant à quelques mètres du conduit de ventilation principal. La fusée à retardement explosa profondément dans le système de galerie. Le résultat fut catastrophique. Les chambres de pression se sont effondrées, les couloirs se sont écroulés et l'onde de choc a détruit les systèmes électriques et de ventilation interne. La seconde bombe a explosé quelques secondes plus tard, aggravant les dégâts. Le rez-de-chaussée s'est effondré, arrachant les colonnes de soutien et brisant les murs. La pression combinée a fissuré le bloc structurel supérieur, tandis que le mobilier, les consoles et les cartes tactiques à l'intérieur de la salle de commandement ont été anéantis. Il n'y a pas eu d'incendie, mais la pression interne était dévastatrice. Le complexe souterrain a été complètement détruit de l'intérieur. Les 25 personnes présentes à l'intérieur, y compris les commandants de bataillon, le chef d'état-major, les officiers des munitions et les planificateurs, ont été tués sur le coup ou piégés sans espoir de sauvetage. L'efficacité de la frappe a été confirmée presque immédiatement. Les services de renseignement ukrainiens ont recoupé les signaux interceptés, les images satellites et les rapports de terrain. La profondeur de l'explosion a été mesurée à 3,2+, 2 mais avec un diamètre total correspondant au profil JDAM.
laissant un schéma d'effondrement interne correspondait aux effets des ceux de la détonation à retardement. Les rapports ont confirmé la présence de 2 colonels, 4 lieutenants-colonels et 3 chefs du génie parmi les victimes. Pour l'Ukraine, l'impact opérationnel a été décisif. Avec la destruction du quartier général, le commandement et le contrôle russe dans le secteur de Khersonen se sont effondrés. Pendant 8 heures, la planification des opérations a été totalement interrompue. Les missions de tir d'artillerie ont été retardées. Le quartier général du ravitaillement n'a pas pu approuver les mouvements, les travaux du génie ont cessé. Les vols de drones ont été suspendus, les troupes au front n'ont reçu aucun nouvel ordre et sont restées inactives. Le transport et le redéploiement ont été gelés. La perturbation s'est prolongée bien au-delà des premières heures. Pendant 72 heures après la frappe, les forces russes ont peiné à rétablir la continuité du commandement. Les renforts n'étaient pas immédiatement disponibles. Les quartiers généraux secondaires étaient trop éloignés pour permettre une coordination rapide. Le transfert des données a dû être effectué manuellement, ce qui a engendré des retards supplémentaires. Les fréquences de communication étaient mélangées, ce qui engendra de la confusion. Certaines unités d'artillerie reçurent dans des ordres en double, tandis que d'autres n'en reçurent aucun. Certaines batteries furent totalement incapables de tirer. Les unités de première ligne furent placées en alerte. Les formations blindées attendirent l'autorisation de se déplacer et les vols de reconnaissance furent reportés. Cette frappe a démontré l'utilité stratégique du JDAM Air. Contrairement aux armes à dégâts de surface, sa conception pénétrante maximisait la destruction interne. Le retardateur garantissait que les explosions se produisaient là où la pression et les ondes cinétiques de choc pouvaient endommager les installations souterraines. Pour les défenseurs, les options pour contrer de telles armes sont limitées. Des bunkers plus profonds, des puits redondants, des systèmes d'alimentation de secours et des défenses rapprochées renforcées peuvent être utiles, mais chacun de ces éléments introduit de nouvelles vulnérabilités. La ventilation doit être raccordée à la surface. La fibre optique doit émerger quelque part. L'alimentation électrique doit être reliée à des sources externes. Chaque point peut être analysé, cartographié et ciblé. L'opération a néanmoins mis en évidence des risques. Le succès de l'opération dépendait de conditions favorables, vent modèle numérique de terrain précis, signaux GPS fiables et surveillance par drones opérationnels. Le moindre dysfonctionnement, un fusible défectueux, des conditions météorologiques défavorables ou une perte de suivi auraient pu compromettre l'attaque. C'est pourquoi l'Ukraine a synchronisé des leurres du brouillage et de multiples sources de renseignements afin de minimiser les risques d'échec. Les conséquences bien plus larges dépassèrent les simples dégâts matériels. La discipline au sein de l'état-major russe changea sensiblement après la frappe. Les postes de commandement furent déplacés plus profondément sous terre et plus loin du front. La prise de décision fut ralentie. Les officiers réduisirent leur visite sur le terrain, privilégiant les communications à distance. La dissimulation devint primordiale, allongeant les délais de communication et réduisant la réactivité. Savoir qu'un seul avion et 2 bombes pouvaient anéantir un centre de commandement entier en quelques minutes avait un impact psychologique considérable. Pour l'Ukraine, cette mission devint un modèle. Le F-16, opérant depuis des bases mobiles, a effectué une mission de 20 minutes, largué 2 munitions et est rentré sans être détecté. Après la frappe, l'armée de l'air ukrainienne a perfectionné ses procédures. Le nombre de bases mobiles a été augmenté et les lignes d'approvisionnement en carburant ont été doublées par mesure de sécurité. Les systèmes de nacelle ont bénéficié de mises à jour logicielles pour accélérer le transfert de données. Les ordinateurs de mission ont été optimisés afin de raccourcir les cycles de ciblage. L'entraînement des pilotes a intégré de nouveaux scénarios tactiques. La durée de suppression radar a été prolongée, les systèmes de ciblage ont été davantage synchronisés. La sensibilité et la précision des fusées ont été améliorées. Il en a résulté un modèle de mission désormais considéré comme standard déploiement rapide depuis des bases mobiles, frappe de précision avec le système ERS GDM et redéploiement immédiat des aéronefs afin de minimiser leur vulnérabilité. Cette frappe unique a démontré qu'une opération soigneusement planifiée et exécutée avec des armes de précision pouvait paralyser tout un secteur des opérations russes.
Cela a démontré que la puissance aérienne ukrainienne, bien que limitée en ampleur, pouvait produire des effets considérables lorsqu'elle était associée à un ciblage guidé par le renseignement et à des munitions fournies par l'Occident. En résumé, la destruction du quartier général souterrain de Khersonen, le 10 août, fut bien plus qu'un succès tactique. Elle a rompu les chaînes de commandement, perturbé les opérations pendant des jours, éliminé des officiers supérieurs et imposé des changements systémiques dans les pratiques de commandement russes. La frappe a mis en évidence les vulnérabilités des installations souterraines, la précision des munitions JDAM et Air et l'efficacité des opérations mobiles des FCs. Cela a également mis en lumière une vérité plus générale. Dans la guerre moderne, la combinaison du renseignement du timing et des armes guidées de précision peut permettre d'obtenir des résultats stratégiques disproportionnés par rapport à l'ampleur de la mission.